Docteur, bonjour. Nouvelle constitution au Mali, une constitution qui comprend 14 titres pour 191 articles. Alors, dans cette constitution, nous avons de la nouveauté, la langue française qui n'est plus la langue officielle, le français qui n'est plus la langue officielle, qui laisse place aux langues nationales. Nous avons l'âge limite et l'âge maximum, l'âge minimum et l'âge maximum pour être candidat à l'élection présidentielle également qui refait surface. Mais surtout, il y a ces dernières dispositions-là dans cette constitution, notamment l'article 185 qui nous dit aucune procédure, excusez-moi, c'est l'article 187. Alors, ce qu'on va faire rapidement avec vous, docteur, le Mali se dote d'une nouvelle constitution promulguée par le président de la République le 22 juillet 2023. Pour vous, qu'est-ce que ça inspire aujourd'hui qu'une transition écrive une telle constitution et quand même le promulgue à travers le chef d'État? Merci beaucoup pour votre question et bonjour à tous les collègues qui sont ici présents. D'accord. En effet, permettez-moi de rappeler un peu le contexte dans lequel cette constitution a été adoptée. Bien évidemment. Parce que ça vient un peu changer la donne. Vous savez, quand le coup d'État est intervenu au Mali, la constitution malienne de 1992 a simplement été suspendue. Elle n'avait pas été abrogée. Maintenant, pendant la transition, l'idée d'adopter une nouvelle constitution est née et finalement un projet de constitution a été proposé au peuple malien qui l'a approuvé par référendum. Ouais. Donc ça signifie que désormais en Afrique, la suspension d'une constitution ne signifie pas forcément le retour de cette constitution dans la vie juridique de l'État. Ça peut changer. Donc ça c'est une parenthèse. Ouais. Deuxièmement, cette nouvelle constitution, qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau par rapport à l'ancienne constitution? Bien sûr. Effectivement, mon ami Odilon a commencé à mettre en exergue quelques éléments, à savoir la limitation de l'âge minimum et l'âge maximum pour déposer en tout cas un dossier de candidature à la présidentielle. Ensuite, il y a d'autres éléments que moi j'ai décelés à l'intérieur de cette nouvelle constitution. C'est par exemple la constitutionnalisation de la question de la protection de l'environnement. Ça, j'ai remarqué cela, c'est revenu 4 ou 5 fois dans la Constitution, une fois dans le préambule, le Conseil économique et social et environnemental, et ainsi de suite. On dit que l'exploitation des ressources minières maliennes doit respecter la protection de l'environnement. Donc c'est revenu à plusieurs reprises et je me dis que c'est une sorte de prendre la question environnementale au niveau constitutionnel. Et troisième aspect qui a attiré mon attention dans cette constitution, c'est le régime politique qui a été mis en place. Ce n'est pas totalement une innovation, mais il y a des avancées dans une certaine mesure, même si je trouve que parfois les pouvoirs du président sont également renforcés. Mais sauf à la différence de la première constitution malienne. Quand vous regardez le régime politique proposé, moi je le qualifie de régime politique mixte, un peu à prédominance présidentielle. Je vais m'expliquer, mon collègue est là. En fait, c'est un régime politique mixte parce qu'il mélange les ingrédients d'un régime parlementaire et les ingrédients d'un régime présidentiel. Quand c'est comme ça, moi, dans mon cours de droit constitutionnel comparé, je les qualifie de régime politique mixte. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Ça signifie que nous avons, par exemple, les caractéristiques du régime parlementaire, telles que le bicéphalisme au niveau de l'exécutif. On a un président au sommet, on a un premier ministre, chef de gouvernement. Ça, c'est le bicéphalisme. Dans un régime présidentiel stricto sensu, il n'y a pas cela. Je donne l'exemple des États-Unis. Vous n'avez jamais rencontré un premier ministre des États-Unis. Ouais. Donc ça, c'est le régime présidentiel aux États-Unis. Il n'y a pas de premier ministre. Quand vous avez un premier ministre dans un système politique, c'est l'une des caractéristiques d'un régime parlementaire. Deuxième élément, deuxième caractéristique du régime parlementaire qui se trouve au Mali, c'est l'existence des moyens d'action réciproques. Vous voyez, d'un côté,
le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale et le Parlement, en retour ou en contrepartie, a la possibilité de destituer le président de la République. Ouais. Donc, quand il y a ces moyens d'action réciproques, chaque pouvoir peut agir sur l'autre. Mais sauf que le président n'est pas chef de gouvernement. Oui, c'est ça. J'allais dire que c'est des moyens d'action réciproques déplacés. Voilà. En principe, dans le fonctionnement classique, c'est entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais sauf que cette fois-ci, j'ai constaté que c'est entre le président de la République et le Parlement. Docteur Sylla, la question que je souhaiterais poser, c'est quand vous avez parlé de renforcement du pouvoir du chef de l'État, d'habitude, je suis profane en droit, on voit un certain nombre de choses que je n'ai pas vues par rapport aux attributions du président, là où on dit souvent le président nomme à tous les emplois civils et militaires. Ça n'existe pas dans cette constitution, je n'ai pas vu. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon qu'on est en train de faire en sorte que le président ne soit pas omniprésent, et dans quelle mesure cette constitution malienne de façon globale peut inspirer la future constitution de notre pays? D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Mais il y a plusieurs facteurs qui montrent que le président de la République est l'homme de la situation selon cette nouvelle constitution. Rien ne peut résister à sa volonté. Je donne un exemple. Elle a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Elle a la possibilité de nommer et de révoquer le Premier ministre. Une fois que le Premier ministre est révoqué, qu'en est-il des ministres? Est-ce que vous me suivez? Et en période de crise, il récupère tous les pouvoirs. En période de crise, tous les pouvoirs, il les récupère. Alors que dans d'autres pays, c'est aménagé, on les transfère aux militaires. Donc le président suspend le fonctionnement normal de l'ordre constitutionnel. Lui, il récupère tous les pouvoirs. Ça, c'est prévu. En fait, la Constitution est conçue de sorte que rien ne peut résister à la volonté du président de la République dans le système politique malien. En tout cas, si cette Constitution est mise en œuvre, rien ne peut résister à sa volonté. Il y a des aménagements, parce que j'ai vu même il y a la possibilité de faire des contre-seins. Contre-seins, c'est que quand le président de la République prend une décision dans un domaine relevant des attributions du Premier ministre ou d'un ministre de tutelle, ce dernier doit contre-signer pour que le décret passe en bonne et due forme. J'ai vu ça, c'est des avancées. Mais quel ministre peut refuser au président de la République une proposition dans son domaine? Si tu refuses, il a la possibilité de faire partie du gouvernement. Donc rien dans la pratique, rien ne peut résister à la volonté du président de la République. Et qu'est-ce qui... L'article 67 de cette constitution qui stipule que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi. Voilà, c'est ça. Alors, par rapport à la source d'inspiration, en quoi cette constitution malienne devrait inspirer ou peut bien inspirer la future constitution en République de Guinée? Je suis un peu le débat. Ils disent que hier il y avait un débat sur la BBC où les journalistes disaient que les trois transitions ou les trois autorités en Afrique de l'Ouest qui dirigent les transitions en Afrique de l'Ouest s'inspirent les unes des autres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'élaboration d'une constitution relève de la souveraineté de l'État. On n'est pas obligé d'aller dans le sens de l'État malien. La Guinée peut en toute souveraineté s'effrayer son propre chemin, en tout cas sa propre voie, et avancer. Les réalités maliennes ne sont pas forcément les réalités guinéennes. Vous n'êtes pas sociologue, mais cette question me taraude l'esprit depuis un certain moment. C'est que les langues maliennes sont les langues officielles, notamment le bambara. Est-ce que c'est possible dans la situation guinéenne où il y a plusieurs langues qui se à peu près valent, qu'on ait une langue locale, et comment ça va se faire si on a une langue officielle du pays et une langue de travail? Quelle est la différence? Comment ça va se passer? Ok, la langue de travail, je pense que c'est la langue de l'administration. Quand vous êtes au sein d'une administration, les lettres, les courriers que vous devez adresser,
ça doit être rédigé en français, parce que c'est ça la langue du travail. Mais les langues officielles, ce sont les langues parlées. Les discours, un président de la République peut tenir un discours en bambara, il peut tenir un discours en français, il peut tenir un discours, je ne sais pas, les autres langues maliennes là-bas, en touareg ou je ne sais pas en quoi. En poulard. Voilà, en poulard. Ça, ce sont les langues officielles. En fait, officialiser une langue, c'est d'interdire aux officiels de s'exprimer dans une autre langue autre que celles qui sont reconnues comme langue officielle. Vous voyez, c'est ça l'avantage d'officialiser des langues. Maintenant, la langue du travail, j'ai vu, le français est considéré comme langue du travail et les langues nationales sont considérées comme des langues officielles. Dans les campagnes, les discours, un politicien peut faire campagne ou tenir des discours en bambara. Alors, lorsque vous regardez la allez-y. En Guinée, vous avez dit, est-ce que on peut suivre cet exemple malien en Guinée? Je pense qu'il y a quand même des conditions qui sont réunies pour que nous prenions en compte nos langues nationales, parce que ces langues, la plupart de ces langues ont leur alphabet aujourd'hui. Quand vous regardez la langue malinké, il y a le nko qui permet d'écrire cette langue. Quand vous prenez la langue peul, il y a ce qu'ils appellent adlam qui permet de transcrire le poulard. Donc il y a des avancées. Donc si on pense que ces langues peuvent être officialisées, y compris d'autres langues nationales. Alors dans le contexte... Yacine. Oui, Emmanuel, vas-y. D'accord, docteur, moi c'est si par, c'est par rapport à cette constitution. On parle tous aujourd'hui, on sait tous qu'il y a ces militaires au pouvoir. Est-ce que cette constitution aujourd'hui peut empêcher les mêmes militaires qui gèrent la transition de se hisser au sommet? Est-ce qu'il y a des failles qu'ils pourraient utiliser pour toujours se maintenir au pouvoir? Laquelle d'abord? La constitution malienne ou bien... La constitution malienne. La constitution malienne. La constitution malienne. En fait, la crainte, c'est est-ce que ces militaires sont empêchés dans la constitution de se présenter? Est-ce qu'ils ne pourraient pas utiliser des failles pour se hisser au sommet, en quelque sorte blanchir leur coup d'État et venir légalement au pouvoir? Oui, j'ai vu encore que le président de la République a la possibilité de prendre des initiatives en matière d'amnistie. Effectivement, voilà, le président malien, selon cette constitution, a beaucoup de pouvoirs. Hein. Et la possibilité pour le président de se présenter aux élections, je pense que c'est un débat. Et le débat là commence à être alimenté. Parce qu'il y en a qui disent que quand la nouvelle constitution rentre en vigueur, elle met fin à la charte. Donc si la charte avait interdit au président de se présenter, une fois que la nouvelle constitution rentre en vigueur, la charte tombe avec ses interdictions. Mais tout ça là, c'est un débat, à mon sens, qui mérite d'être rationalisé. Il ne faut pas oublier que les gens se sont engagés et qu'ils ont été suivis grâce à leur engagement. Ouais, au Mali et dans d'autres pays, ils ont pris des engagements vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des citoyens. Voilà, moi je pense que le mieux est d'organiser les élections, rendre le tablier. Et s'ils ont bien géré la transition, ils peuvent avoir la possibilité de revenir après 5 ans ou après le départ du président qui sera élu, se présenter aux élections et le peuple sera reconnaissant envers leur gestion. Ça, c'est une possibilité, mais il ne faut pas aller dans le sens d'aggraver les crises, parce que c'est quelque chose, à mon sens, qui ne va pas facilement passer. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé dans ces 3 pays aujourd'hui en transition, et aujourd'hui, dès après le pause, on suspend les anciennes constitutions, est-ce que la réalité, c'est exactement les constitutions? Parce que quand tu prends, par exemple, chez nous, c'est pas parce que la constitution n'est pas bonne, mais dès qu'on suspend, il y a tout le monde est unanime sur une constitution par rapport à d'autres. Mais est-ce que c'est seulement le contenu de la Constitution ou bien c'est seulement les mandatures ou bien c'est quoi exactement le problème qui envoie ces militaires à venir faire le coup d'État? On a beaucoup plus un problème d'homme qu'un problème de texte juridique, à mon sens. Le problème d'homme, parce que les textes juridiques d'abord sont élaborés par les hommes et ensuite ils sont mis en œuvre par les hommes. Ce sont les hommes qui respectent ou qui violent les textes constitutionnelle. Regardez la constitution de 2010. Si elle avait été respectée stricto sensu,
la fin de l'histoire, c'était en 2020. Ouais. On aurait une alternance politique avec notre président, peut-être issu du RPG, de l'EP ou d'un autre parti politique, ou même si les candidatures indépendantes sont autorisées, et une autre personnalité du pays. Mais c'est le non-respect des constitutions qui nous conduit à certaines situations telles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il peut y avoir aussi un problème lié au texte constitutionnel. Lorsque vous adoptez un forcing, le processus n'est pas inclusif. Ouais, c'est-à-dire que tout le peuple ne se reconnaît pas à l'intérieur de la Constitution. Ça peut avoir aussi des conséquences dans un court terme. Je prends simplement l'exemple de la Constitution de 2010, si vous me permettez. Ouais. Et là, il y avait une faille procédurale. Le texte a été élaboré sans le peuple. Oui. Ouais. Sans le peuple. Le peuple n'est intervenu ni en amont ni en aval. Et c'est cette faille procédurale qui a été saisie par Alpha Condé, par le président Alpha Condé, pour dire que voilà, la Constitution de 2010 n'a pas été adoptée, approuvée par le peuple. Désormais, il y a la possibilité de la changer et faire adopter une nouvelle constitution. Et du coup, il a profité de la situation pour faire sauter les intangibilités. Bien sûr. Mais est-ce que... Et aujourd'hui, à travers tout ce dont on a parlé et tout ce qu'on voit dans les autres pays, selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement pour que la Guinée puisse avoir une très bonne constitution? Oui, je disais que le problème n'est pas forcément la constitution, mais c'est vrai que c'est doté d'une bonne constitution. Au début de la prise du pouvoir par le CNRD, ils disaient qu'ils allaient éviter les erreurs du passé. Et parmi les erreurs du passé, il y a justement le fait de faire adopter unilatéralement une constitution. Donc, si on adopte une constitution à travers un processus inclusif, je pense que c'est une première garantie pour la longévité de cette constitution. Parce que tout le monde y adhère. Un. Deuxièmement, lorsque nous votons pour les gens, ça c'est nous les citoyens maintenant, lorsqu'on vote pour un candidat aux élections présidentielles, il faudrait que nous choisissions la bonne personne. Parce que si on choisit un dictateur qui vient 5 ans, 10 ans et remet encore tous les acquis, ça se retourne contre nous. Donc il faut d'un côté faire adopter une constitution en bonne et due forme, et de l'autre côté, choisir les bonnes personnes à même de faire respecter ces textes-là. Sinon, même si la constitution est bonne, si la personne qui est censée de la faire respecter n'est pas bonne, c'est un problème. Si la personne qui est censée, la personne est bonne, mais le texte a des failles, c'est pas bon. Ouais, donc je pense qu'il faut prendre ces deux pans-là pour pouvoir avancer normalement. Mais quel est aujourd'hui sur le processus de la constitution issue des transitions sont généralement décriées par la plupart des acteurs qui viennent après. Aujourd'hui, au regard de ça, quelle est la garantie de la pérennisation, surtout de l'application des textes qui sont effectivement issus de cette constitution-là? Oui, j'ai suivi un peu le débat au Mali. Il y a un parti politique qui a appelé à voter non contre le référendum constitutionnel. Ouais. L'argument qui était avancé par ces gens-là, ils disaient que si chaque personne qui fait un coup d'État peut doter le pays d'une nouvelle constitution, on aura combien de constitutions dans quelques années? Parce que quand vous regardez certains pays africains, ils ont connu presque une dizaine de coups d'État. Et si chaque processus peut doter le pays d'une nouvelle constitution, ça devient un recommencement à chaque coup d'État. Ça, il faut éviter ça. Si vous pensez que le texte qui est là est bon, même si le coup d'État intervient, suspendez-le. Organisez la transition sur la base d'une charte. Après la transition, vous faites redescendre la Constitution. Ça, c'est une possibilité. Le Burkina a connu ça. Souvent, je cite l'exemple du Burkina. Le mouvement qui a cherché le président Blaise du pouvoir. Il y en a marre, voilà, c'est ça. Ils avaient simplement suspendu la Constitution. Ils ont adopté une charte pour la période transitoire. Après la transition, ils ont fait redescendre la Constitution. Et je pense que c'est elle qui est encore en vigueur au Burkina. Cette nouvelle Constitution au Mali aujourd'hui prévoit ce que les acteurs du putsch
soit prohibé comme étant une traîtrise à l'État malien pour celui qui va faire un coup d'État. C'est comme s'il offensait la nation, pendant que les rédacteurs de la Constitution sont aussi des putschistes, d'ailleurs à double reprise pour Goïta. Et l'autre pan de ma question, c'est de comprendre un peu plus loin, où ces mêmes acteurs disent que l'amnistie est accordée aux actuelles autorités qui sont au pouvoir et qui sont effectivement immunisées face à la justice ou face à la réclamation judiciaire qui pourrait s'imposer à eux. Oui, vous savez, on ne peut pas faire la paix sans faire des sacrifices. Hein. Aujourd'hui, ce sont les putschistes-là qui sont au pouvoir. Ah. Si on veut doucement les retirer du pouvoir, il faut leur accorder des garanties. Même si on sait que le coup d'État au Mali était incriminé. Hein. Ouais. Dans la constitution de 92. Antérieure, effectivement. Voilà, c'était incriminé. C'est un crime au Mali, faire un coup d'État. Il y a même Sanogo qui a été jugé, à mon sens. La même disposition a été reprise dans l'actuelle constitution également. C'est ça. Donc c'est un crime. Mais lorsqu'on veut avoir la paix et retirer le pouvoir des mains des militaires, il faut également les proposer. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est un hold-up, il faut aller doucement avec eux, il faut un rançon. Parce que s'ils ont dans la tête qu'en rendant le tablier, tout de suite on attrape la main. C'est normal. Oui, je suis d'accord avec vous. Ils savaient quand même les risques qu'ils encouraient. S'il vous plaît, je le sais. Je travaille sur les états post-conflit. Je sais que c'est très, très compliqué la fin des transitions. C'est très compliqué. Il y en a même qui peuvent aller jusqu'à demander des montants colossaux pour dire que... Comme la Guinée. Voilà. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Mais il faut trouver la bonne méthode pour pouvoir retirer le pouvoir des mains des militaires et revenir à un ordre normal, pacifique, pour avancer. Alors, docteur, quand vous lisez dans la Constitution, quand vous lisez dans cette Constitution, le titre premier est consacré aux droits, devoirs et libertés fondamentaux. Qu'est-ce que cela inspire? Est-ce que cela pour autant dire que les autorités actuelles maliennes donnent plus d'importance, ont pour priorité le respect des droits de l'homme? Oui, je pense que c'est une politique constitutionnelle aussi. Le plus souvent, quand vous prenez les constitutions, ils commencent par parler de la forme de l'État ou de la souveraineté. Ensuite, les droits et libertés fondamentaux des citoyens, ainsi de suite. Mais cette fois-ci au Mali, ils ont inversé. Ouais, peut-être c'était pour éviter de mettre en avant tout de suite le pouvoir du président, ceci, cela, et amener la population à s'opposer à l'adoption de la Constitution. On a commencé par ce qui arrange la population. On a mis ça en avant. Ouais. Donc, quand ils prennent le projet de constitution, le premier article, droits et libertés, vous êtes protégés, vous êtes jolis, vous êtes... Une forme de caresser la population, vous voulez dire? Oui, donc les populations sont encouragées à adopter la constitution parce qu'il y a beaucoup de garanties, ça il faut le reconnaître, hein, qui sont accordées aux citoyens. Mais j'ai même vu des garanties qui auraient pu exister dans le code pénal, des garanties judiciaires qui sont incorporées dans la nouvelle constitution. C'est une politique constitutionnelle au fait.